Donc on repart. Jérôme, c'est vrai qu'il y a le sujet de la fiscalité. Oui. C'est-à-dire on distribue les chèques. Oui, alors on est censé... Et on ramasse moins d'impôts. On sort d'une politique contracyclique. On a un petit peu pioché dans les caisses de l'État, c'était normal, hein, pour déployer ce filet de sécurité pour amortir le choc du Covid. L'essence même d'une politique contracyclique, c'est on vide les caisses quand on en a besoin, pour atténuer un choc économique, et puis quand l'économie repart, il faut les renflouer. L'économie repart actuellement puisque le chômage est assez bas, comparé à ce qu'on a vécu au cours de ces 20 dernières années, il est historiquement bas. Et pourtant, on a tous ces partis politiques qui nous promettent de payer moins d'impôts, ou en tout cas de ne jamais augmenter l'impôt. Donc quand est-ce qu'on va renflouer les caisses? Quand est-ce qu'on va reconstituer notre matelas de sécurité dont on aura besoin pour amortir le prochain choc économique? Je prends ma casquette Gabriel Attal et je dis, c'est pas par Monsieur Matisse, ça n'est pas par les impôts qu'on va effacer ça, c'est par le plein emploi et par la croissance. Alors... Ah ben voilà. Alors, attends. Alors, il y a quelque chose et par l'efficacité de l'État. Nous allons, majorité, j'ai toujours ma casquette de Gabriel Attal, gagner 15 milliards d'euros. C'est rien du performance. Mais 15 milliards d'euros, c'est rien du tout. 15 milliards d'euros, c'est pas mal quand même, non Pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Quand je parle de renflouer les caisses de l'État, c'est pas à ce niveau-là. L'effort budgétaire est de 50 milliards d'euros sur le quinquennat. C'est ce qu'il y a dans le programme de Macron, ce qui est assez faible. Si tu rapportes 15 milliards d'euros, tu n'as pas de quoi réduire ta dette. Non, mais tu peux pas, Jérôme, dire que l'économie repart, là, alors qu'une vague de récession nous arrive sur la tronche, quoi, quand même. Non, mais attendez, je dis simplement que le taux de chômage est au plus bas. C'est une des mesures pour savoir si l'économie repart. Normalement, on devait se situer dans des sentiers de croissance, de croissance économique plutôt élevés. Bon, il se trouve qu'on se prend quelques contre-coups du fait de l'inflation, je suis d'accord. Mais quelques contre-coups. Le Covid, c'est un choc autrement plus douloureux pour l'économie et qui nécessitait véritablement de vider les caisses de l'État. Aujourd'hui, mais là, on est sur un choc économique. Le Covid, c'est pas un choc économique, donc c'est ça qui rend le truc compliqué à comparer. C'est une vision court-termiste de promettre aux électeurs, en tout cas, je ne dis pas que tous les électeurs y sont sensibles, mais de leur dire, vous inquiétez pas, on vous promet, on n'augmentera pas les impôts, etc. Le coup de la baguette magique, alors effectivement... Quelque chose qui avait véritablement vidé les caisses de l'État, c'était pas tant le fait que l'État ait subventionné des salaires de gens qui n'allaient plus travailler parce qu'ils étaient en manque d'activité, c'est notamment du fait du manque de recettes fiscales, du fait du manque d'activité économique. Et il est vrai que si tu t'inscris avec une croissance élevée, tu peux renflouer les caisses de l'État simplement en faisant payer les entreprises. Et avec le plein emploi, et avec la réforme des retraites, j'ai oublié la réforme des retraites. C'est quand même assez optimiste. C'est-à-dire que si jamais la situation se dégrade, très bien, avec ce scénario très optimiste, ok. Mais si jamais ça ne se passe pas comme ça, si jamais la situation se dégrade, qu'est-ce qu'on aura derrière? Plus que la dette. Bon, on est quand même déjà des... Alors toi qui as ta casquette de Attal, tu vas remettre ta casquette de Stéphane Soumier. Ma casquette de Stéphane Soumier, je fais n'importe quoi. Non, mais mais ça on en a déjà parlé. J'ai rarement vu un programme présidentiel aussi peu documenté, comme on dit en économie. C'est-à-dire 50 milliards. Où est-ce que tu vas les chercher? Tu n'as pas le début du commencement d'une info un peu précise. Alors moi, je suis d'accord avec toi sur la partie notamment de réforme de l'État, où là, je vois rien de plus que des bonnes intentions. Facturation électronique, il y a un peu de pognon à aller récupérer là-dessus. Mais bon. Tout ça, c'est bien noté, mais c'est difficile à mettre en place. C'est difficile de voir que ça porte des effets. Et malheureusement, on a de l'historique là-dessus, sur tous les programmes de réforme, simplification et autres, et ça n'a jamais été très efficace. Donc, attendons de voir s'il y a des projets, mais je vois malheureusement qu'une seule vraie façon de réduire la facture de l'État, c'est avoir moins de salariés. Donc, bon, ça, je vois pas que ce soit les annonces, au contraire. En revanche, il y a une idée qui... Enfin, moi, je trouve que... Alors, c'est difficile à assumer dans la période, surtout face à un Mélenchon qui promet la retraite à 60 ans, mais il y a une idée qui est plutôt saine et qui n'est pas complètement assumée par le gouvernement sur les retraites. C'est-à-dire qu'en fait, cette réforme des retraites, l'idée, c'est pas tellement le régime lui-même, parce que finalement, quand on regarde les scénarios du corps, même si on prend le downside, vraiment la version un peu plus prudente des hypothèses macro, c'est vrai que la part des retraites dans le PIB, on a probablement quasiment atteint le pic et ça va redescendre. Donc en fait, le sujet, c'est plus tellement directement ça, c'est-à-dire contenir ce truc qui montait trop, c'est de faire plus travailler des gens. Parce qu'en fait, il y a un taux d'emploi qui reste encore trop faible en France. Et là où il y a à gratter,
si je puis dire, le plus, c'est là. Il y aura une deuxième poche, c'est qu'à mon avis, il y a trop de jeunes qui font des études supérieures. Mais ça, c'est encore plus difficile à dire et à faire accepter comme message. Mais de fait, notre taux de travail des jeunes est très très bas parce que très peu travaillent. Beaucoup font des études très longues et ils continuent de le faire. Et donc sont hors du marché du travail. Mais un des sujets français, c'est qu'il n'y a pas assez de gens au travail. Et que quand on met plus de gens au travail, mine de rien, c'est ça qui fait du PIB en plus et de la recette en plus. Et ça, il y avait un papier très intéressant de Pierre Cahuc qui avait été fait sur... pourquoi l'Allemagne a lâché la France en matière de PIB par habitant sur 20 ans, 15-20 ans, c'est avec le travail. Plus de travail, le chômage s'est comprimé massivement, voilà, des taux bien plus bas que le taux français. Tout à fait. Parce qu'il y a eu des réformes pour le pousser là-dedans. Et puis, on a allongé le temps de travail des personnes seniors. Et donc, en fait, les deux choses font que ça fait beaucoup de recettes, ça. Ouais. Ça fait beaucoup de recettes. C'est la première source de pauvreté en France, c'est le manque de travail. Mais oui. C'est pas que les chômeurs, c'est aussi les gens en temps partiel qui aimeraient être à temps plein. Exactement. Et donc, en fait, ça poussait, étendre le marché du travail. Mais ça, il l'a dit, puis il ne le dit plus. Et je trouve qu'il devrait l'assumer. Mais il l'a dire, voilà, une France de plein emploi. Mais de plein emploi, ça veut dire que ça a jusqu'à 64 ans révolu. Et tout le monde s'y met au maximum. Et on travaille tous beaucoup, et donc on a plus d'argent. Ça veut dire qu'éventuellement, justement, là, la pression fiscale, on peut peut-être la faire baisser un petit peu, si jamais on trouve les matchs, parce que là, on retrouve un état différent en matière de financement de ce qu'on a financé par rapport aux gens qui travaillent pour financer. Et en termes de chômage, on n'est pas encore au plein emploi. Oui, on en est loin. Alors, on en est loin, mais le problème, c'est que pour passer de notre niveau actuel, comme tu le disais, qui est dans les plus bas historiques, parce qu'on est au même niveau que 2008, juste avant la crise financière, donc ce qui était notre plus bas depuis les années Giscard. Donc, c'est vraiment bas pour la France. Pour aller au niveau anglo-saxon ou germanique... Déjà au niveau allemand. Voilà, à 3,5, 4. Le problème, c'est que ça, je pense qu'on ne peut pas le faire si on ne change pas la contrainte sur la reprise d'activité. C'est très très difficile à dire et à faire accepter dans le débat public, mais je pense que là on est face à un seuil d'arbitrage pour une partie des gens où c'est rationnel de préférer le système d'aide sociale à un travail qui n'est pas plus rémunéré. Et qu'est-ce qui a fait avec les lois Hartz le bouleversement de la situation allemande, dont il faut dire qu'en 2005, elle avait un taux de chômage à 10% comme la France. C'est les mini-jobs. Et puis c'est la pression sur le minima social qui est sous contrainte. Donc là aussi, on retrouve la deuxième réforme, mais dont on n'entend plus parler, qui était RSA sous contrainte d'activité ou de formation, et qui est très difficile à faire passer. Je suis pas sûr, parce que c'est une connerie si tu es dur avec les gens qui sont en situation très complexe. Tu vas inventer des activités qui n'ont ni queue ni tête. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire des formations. Mais c'est les high neuro des gens qui n'ont pas envie de les faire, et il te faut un dispositif de contrôle derrière en plus, qui n'a pas envie de contrôler. C'est ça en fait qui a été assez important et qui est souvent oublié dans les réformes Hartz. On parle beaucoup des mini-jobs et on ne parle pas des high neuro jobs. Le high neuro job, c'est comme son nom l'indique, c'est un job payé 1 euro. Donc c'est pas très sympathique, mais c'est ce qu'on peut contraindre. Donc c'est la menace qui pèse sur celui qui est au minimum notre RSA à nous et qui se dit j'ai pas envie quand même de me faire réquisitionner pour aller travailler 10 heures à nettoyer le square d'à côté en étant payé 1 euro de l'heure. Et donc en fait je vais beaucoup plus spontanément aller chercher un job rémunéré. Bon, je tiens quand même à dire qu'en matière de trappe à l'inactivité, la France a fait beaucoup de progrès. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, on trouvait encore des situations où des gens, sans travailler, gagnaient plus que si jamais ils se mettaient à travailler au SMIC. Aujourd'hui, normalement, ça n'existe pas. Avant la réforme de l'assurance chômage, il y avait vraiment des arbitrages qui faisaient que travailler de manière partielle avant la réforme Borne. La fameuse permittence. Et la permittence faisait que je pouvais gagner plus que si je travaillais à temps complet. Absolument. Mais il faut aussi ajouter, citons Pierre Cahuc, que beaucoup d'études montrent que, alors d'abord en plus dans la société de la connaissance dans laquelle on évolue de plus en plus, si tu veux que le chômeur travaille de manière efficace à accroître le PIB du pays, il faut aussi qu'il soit bien formé et qu'il puisse chercher du travail dans de bonnes conditions. Tout à fait. Pour le dire plus rapidement, le gars qui est à bac plus 5 et que tu obliges à aller bosser dans un hamburger, à faire des hamburgers, c'est de la perte de richesse. C'est pas ce que tu vas faire. C'est pas ce que tu vas faire. C'est de la perte de richesse pour le pays. Celui-là, tu l'as déjà contraint par la dégressivité des assurances chômage, par exemple. Typiquement, celui qui faisait l'arbitrage, je me forme, la réforme de la dégressivité vient le toucher lui. Il n'est pas du tout à un niveau de travail dans un hamburger. En revanche, il vient à se dire,
faut vraiment que même si c'est 20% moins bien payé que mon précédent job, que je le prenne. Mais c'est pas aller dans un McDo. En revanche, si tu veux, ce que tu changes comme comportement, c'est que tu peux aussi rendre plus nombreux des emplois de services qui manquent en fait. C'est-à-dire que les gens se retrouvent à pas avoir assez de personnes et donc les services sont moins bons. Parce que tu n'as pas assez de personnes pour les remplir. Et pas seulement les services, enfin tous les industriels te parlent du job basique qui existe encore beaucoup, puisqu'en plus nos usines sont sous-robotisées, de l'opérateur de production de base dans les outils industriels aujourd'hui français assez vieillissants encore. Bon, il n'est pas là, quoi. Voilà. Il est tout simplement pas là. Bon, on a fait le tour. Je peux juste abonder. Mais je t'en prie, Jérôme. Sur une remarque, effectivement. Alors, il y avait une étude qui avait été menée en Suisse par des universitaires qui montrait que c'est intéressant parce qu'il y avait des réformes d'assurance chômage dans un canton qui n'avaient pas lieu dans les cantons autour. Donc, ça permet de faire un peu de contrôle. Ouais. En termes d'expérimentation contrôlée, j'entends. Le fameux contrefactuel. Exactement. Voilà. Donc, ils avaient regardé quels étaient les effets. Les effets, c'est donc c'était des effets où on diminuait soit les aides qui étaient versées d'assurance chômage, ou soit on écourtait la durée d'indemnisation, exactement. Et donc, très nettement, il y a un effet, c'est que les gens retrouvent plus rapidement de l'emploi. Voilà. Et puis, ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème d'appariement. C'est exactement ce que tu dis, c'est que les gens, finalement, se jetaient sur le premier emploi venu, et quand bien même, ils étaient qualifiés pour en occuper un autre. Et finalement, quand tu avais une perspective de long terme, tu disais que c'était pas si efficace que ça pour l'économie. T'as pas envie, en Russie, tu montes dans un taxi, potentiellement, c'est un ingénieur de physique qui le conduit. Bon, ben voilà, ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a pas de sens, ce problème d'appariement. Ouais, mais si l'offre, parce que l'offre, elle va aussi s'adapter à ce moment-là. Si l'offre, elle s'adapte bien, elle va aller chercher. Le problème de la Russie, c'est qu'il n'y a personne pour aller chercher l'ingénieur et le prendre comme ingénieur. Oui. Là, je pense qu'il y a quand même vraiment encore des sujets en France d'arbitrage système social versus emploi et qui sont complètement rationnels. Moi, je jette la pierre absolument pas aux personnes en question. Au contraire, je pense que c'est complètement légitime de se dire, attendez, franchement, ce que vous me proposez, c'est pas rationnel pour moi. Donc, il faut aussi retrouver des mécanismes. Alors, la prime d'activité aide à ça. Il y a différentes choses, mais il faut et on subventionne beaucoup l'emploi peu qualifié en France déjà. Il n'y a plus de cotisation sociale employeur et on donne la prime d'activité. Donc en fait, on subventionne déjà beaucoup l'emploi peu qualifié. Mais il y a encore des choses à faire pour inciter. Mais alors, non, parce que je cherche... Je refais le programme. Un mot, Jean-Charles, puisque c'est ton truc, je sais... C'est pas sûr que le sujet soit intéressant, je l'avais mis, mais tu vas me dire 50e congrès de la CFDT, etc. Les gars qui vont être pris entre le marteau de Macron et l'enclume du Conseil national de la refondation. Il y a un sujet qui est important sur la réforme des retraites, c'est que, comme c'était dit, on ne peut pas non plus mettre tout le monde à dos. Et parmi le pas tout le monde à dos, il y a la CFDT. Parce qu'en fait, la CGT-FO, on sait qu'ils sont contre par principe et qu'ils ne seront pas pour. La CFDT, c'est un peu le point de basculement, en fait, dans le système français. Depuis 95, voilà, exactement. C'est le syndicat pivot, c'est lui qui fait un peu le oui ou le non global d'acceptabilité. Là, il est non. Et là, il est non, et très clairement non, parce que, alors déjà, ils n'aimaient pas trop la réforme Philippe, non pas sur le système universel à points, parce qu'au contraire, ça, c'était leur idée. Et on leur retire leur idée. Mais pourquoi ils ne l'aimaient pas ? Parce que, à cause de la borne d'âge. À cause de la borne d'âge à 64 ans, l'âge pivot, le fameux âge pivot, qui était plutôt un truc intelligent au contraire, parce que ça faisait justement un système qui n'était pas un âge obligatoire de départ, mais qui était un système de décote bonus-malus. En fait, là, on leur retire leur idée de système universel en points, et en plus, on leur impose encore pire un âge légal à repousser à 65 ans. Donc je pense qu'il faut trouver des choses intelligentes à négocier avec eux, et tout en ayant ce même objectif que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'emploi qui continue d'augmenter comme il le fait beaucoup depuis la réforme Fillon. On sous-estime ça, mais depuis la réforme Fillon, tu l'as déjà dit, vas-y. Et que là, à chaque fois, il ouvre des tiroirs quand tu fais ces phrases. On est un objectif pour notamment les fameuses carrières longues qu'avait essayé de traiter Hollande. C'est-à-dire qu'en fait, ce que n'aime pas du tout la CFDT avec l'âge légal, ce qu'on comprend, c'est que le type qui a commencé à 16-17 ans, en fait, il se retrouve très pénalisé par une mesure purement d'âge. Parce que lui, ce que ne fait pas la durée de cotisation. Alors que celui qui a commencé à travailler à 25-26 ans, comme les beaucoup de cadres, lui,
ça le gêne moins, parce que de toute façon, il n'a pas ses trimestres. Donc tout ça est à retravailler, et je pense qu'il faut trouver de la souplesse et de la négociation avec cette équipe-là qui a été un petit peu martyrisée en termes humains, je ne parle pas des mesures, mais qui a eu le sentiment d'être maltraitée dans les 5 dernières années. Il faut retrouver un lien et quelque chose qui fasse que, justement, ça facilite l'adoption de certaines réformes. Ouais, c'est ça. T'en as besoin, quoi. Voilà, parce que c'est la seule force qui soit à la fois sociale et à peu près raisonnable. Et donc, il faut essayer de la convaincre, de dire que... sur les rouages de réforme. Voilà, exactement. C'est le grain à moudre de Bergeron. Là, il faut le trouver un peu avec la CFDT. Il faut lui donner un peu quelque chose. Bergeron. Et oui, moi, je suis un vieux du social. D'accord. On parle du marché des profs. Ah oui. Alors, parlons du marché. Bah oui, c'est pour toi, ça. Donc, rapport du Sénat. Ouais. Gérard Longuet. C'est pas ce qu'on a fait de plus ouvert à la négociation. Ça interroge sur la représentativité du Sénat et sur le mode d'élection au Sénat. Pourquoi ? Qu'il y ait Gérard Longuet toujours sénateur en 2022. Pourquoi ? Parce qu'il est au bout de tout, quoi. Ah oui, ouais. Et donc ça montre que cette Assemblée ne se renouvelle pas et n'est pas... il est ministre en 86, je crois, Longuet. Oui, il est déjà sûr, de la première cohabitation, là. Il est déjà là, hein, ouais, c'est ça. Bon, bref, Gérard Longuet qui dit on n'a pas de profs de maths, on a beaucoup de profs de philo, donc payons les profs de maths le double des profs de philo. J'ai trouvé ça très intéressant. Oui, alors, donc, monsieur le prof d'économie... Il jette le pavé dans la mare. Ouais. D'abord, c'est un truc enfin, c'est une nouveauté ou c'est quelque chose qui est déjà une piste de réflexion que tu avais déjà vue, toi, sur la rémunération des profs ? Ça n'a jamais été véritablement considéré, je pense, par l'éducation nationale parce qu'ils sentent bien que c'est un sujet explosif. Par contre, c'est ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, il y a un marché du travail avec une offre, une demande, et un professeur d'histoire peut gagner... Mais ça, pour les universités, mais y compris pour les profs du primaire et du secondaire. Y compris... Ah, ça, je sais pas. Bah voilà, parce que lui, c'est de ça dont il parle, oui, là. Je sais bien. Mais d'abord, je voudrais expliquer... parle pas de toi, là. Ça va, tout n'est pas sur moi. Non, mais donc, j'aimerais expliquer à ceux qui nous écoutent la pénurie en 3 faits. Que tout le monde va rapidement comprendre. Vas-y. Les profs donc, du primaire et du secondaire, on parle de ça, qui partent à la retraite actuellement, donc ils sont nés dans les années 60, ils ont intégré le marché du travail dans les années 80, quand eux commençaient leur carrière, ils gagnaient l'équivalent de 3 fois le SMIC, 3 fois le salaire minimum. On leur demandait d'avoir un niveau Bac+2. Et ils passaient la majeure partie de leur temps à transmettre du savoir. Aujourd'hui, ceux qui deviennent profs sont payés quasiment le SMIC. C'est 1,1 fois le SMIC, donc 10% seulement. On leur demande d'avoir un Bac+5. Et parce qu'ils arrivent dans un système où ils n'ont pas de points, ils sont envoyés en zone d'éducation prioritaire, donc les REP, où ils passent la moitié de leur temps à faire de la discipline. Donc on voit comment, en quelques années, en quelques décennies, le système s'est complètement dégradé. Donc maintenant, il faut répondre à cela. Alors, ce que je ferais, moi, si j'étais aux commandes, ce n'est qu'une idée, c'est un peu moins violent parce qu'il faut quand même voir que les profs peuvent s'arc-bouter sur cette idée de se dire je ne veux pas être dans un collège où parce que je suis dans une matière, je gagne 2 fois moins que mon collègue avec lequel je prends le café. Ils sont quand même... voilà. Bon. Par contre, ce qu'on pourrait envisager, c'est de dire on arrête de contraindre les jeunes profs à aller en zone d'éducation prioritaire, c'est sur la base du volontariat. On fait effectivement jouer le mécanisme de l'offre et la demande à cet endroit-là pour déterminer les salaires, ce qui ferait que comme il y aura peu de gens, pas forcément d'ailleurs les plus jeunes, mais qui demandent d'aller en zone d'éducation prioritaire, eux potentiellement sont 2 fois plus élevés, et on leur demande en plus d'accompagner leur formation par je dirais, on ajoute à leur arc des cordes qui leur permettent de répondre aux problématiques des zones d'éducation prioritaire, qui est que comment se faire respecter, comment asseoir sa discipline, notamment quand on est une femme et qu'on est parfois face à certains écoliers qui remettent en question l'autorité féminine, comment on se... Mais t'as pas résolu... Non, mais je comprends parfaitement le truc, c'est intéressant, mais t'as pas résolu ton problème de prof de maths, là. J'en viens. C'est que je pense, je n'ai aucune étude là-dessus, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire prof à condition de ne pas être envoyés en zone d'éducation prioritaire. Or, aujourd'hui, quand on passe le concours, on est directement envoyé dans une zone d'éducation prioritaire. Il y a eu une année, alors je ne me rappelle plus des chiffres. Je ne savais pas ça, c'est quasi automatique. On n'a pas de système des points. Quand on démarre, on n'a pas de points. Ouais. Donc, quand on n'a pas de points, cas exceptionnels, la personne qui, le pauvre a un handicap ou des choses comme ça, parce qu'il y a des bonifications. Oui, alors après... Il y a non, mais ne rentre pas dans ces on n'a pas de points, on n'a pas de points, on est envoyé au charbon parce que nos vœux sont exaucés les derniers. Donc on se retrouve dans les établissements où personne ne veut aller. Voilà. T'as raison, non mais c'est très intéressant. Ça pourrait ressusciter parce que c'est quand même dommage. Et en plus, je vais être un petit peu, je vais mettre un peu de sel sur mon propos, c'est que j'ai déjà entendu
des jeunes qui pensaient, de mes étudiants par exemple, à vouloir être prof, qui disaient « je ne le fais pas parce que j'ai pas envie d'être envoyé dans… » Et par contre, je n'ai jamais entendu qu'ils disaient c'est parce que c'est pas assez payé. Alors certainement, il y a des deux. Je l'ai dit, on est passé de 3 fois le SMIC à 1,1 fois le SMIC. Donc c'est les deux. Mais l'argent ne résout pas tout. D'ailleurs, non, mais les pour jeunes les qui maths, sont actuellement le fait que c'était quoi les chiffres du CAPES là, c'est en gros il y avait un candidat pour 2 postes. Alors globalement, non, un admissible. Un admissible pour 2 postes. Non, il y avait admissible pas pour 2 Tu as postes. raison, Stéphane. Simplement, là, c'est la question du bac plus 5. Quand on a un bac plus 5 en maths, pour peu que ce soit un bac plus 5, donc c'est un master 2 en mathématiques appliquées, mais l'industrie nous accueille à bras ouverts avec des salaires qui ne sont pas à 1,1 fois le SMIC. Donc là, potentiellement, effectivement, il y a un problème d'attraction. Je l'ai dit beaucoup ici, hein, c'est le pire des salaires que tu puisses avoir avec un master 2. Exactement. Voilà, tu es à 80% de la moyenne des Master 2. Voilà. Quand tu sors d'un Master 2, c'est être prof. Voilà. Le pire des salaires que tu puisses avoir. Alors, donc il y a quand même un sujet là-dessus. Mais c'est intéressant. Hein, tout à fait. Il y a 2 choses quand même. D'abord, sur la période que tu cites, il y a eu un pincement entre le SMIC et le salaire médian. Donc le SMIC a aussi progressé. L'ensemble des salariés qui… Ouais, mais c'est quand même très violent. Alors, on l'a déjà montré ici, la courbe, c'est très violent. D'accord, mais il y a eu un pincement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu rapportes ça au salaire médian, c'est pas la même évolution quand même. C'est-à-dire qu'il y a le déclassement qui semble majeur quand tu regardes par rapport au SMIC est moins net quand tu regardes par rapport au salaire médian. La deuxième chose, c'est que, et ça c'est le problème de l'État, c'est qu'il faut voir le coût du travail de l'employeur qu'est l'État. La cotisation retraite du professeur payé 1,1 fois le SMIC, c'est 75% du brut. La cotisation retraite seulement de l'employeur État, c'est 75% du brut pour les agents publics. Donc, le problème, c'est que le salaire net, du coup, il n'est pas très élevé. Mais augmenter les salaires nets, c'est porter aussi assez haut le coût pour les finances publiques. Donc, c'est pas évident d'augmenter. Non, moi, quand j'avais fait mes calculs, j'avais fait les calculs sur le doublement des salaires des profs, j'avais décidé à une époque de prendre Anne Hidalgo au sérieux. Ouais. Et en fait, ça passe si effectivement c'est net de charge. Voilà. C'est-à-dire, parce que grâce à Twitter, tu peux discuter avec des gens que tu n'aurais jamais imaginé rencontrer, notamment les syndicats d'enseignants, qui comprenaient parfaitement le truc et étaient prêts à prendre le deal, en fait. Exactement, faudrait faire ce qui se fait dans d'autres administrations. Par exemple, moi, je prends deux concours que je connais bien. Donc, justement, le CAPES des mathématiques et un concours dans le ministère de l'économie et des finances. Même niveau de recrutement, bac plus 5. À peu près même formation en plus dans les deux. Le problème, c'est que le salaire net et pas très loin, en fait. C'est l'un est à 1700 et quelques et l'autre à 1900 et quelques. Donc, c'est pas extrêmement difficile pour le débutant, premier poste. Sauf qu'au ministère des Finances, il y a 1700 € de primes. Et ben voilà, les primes, elles ne sont pas cotisées, donc il faut accepter le deal. Voilà, c'est ça, c'est le principe. Et donc, il faut accepter le deal d'avoir un 1700 € par mois ou par an ? Par mois. Par mois. Par mois. Ah donc tu doubles ton salaire avec les primes. Voilà, et ça c'est Bercy. Et donc faudrait. Bercy, ce sont les fonctionnaires les mieux payés. Voilà. Alors donc faudrait. Je peux rentrer à Bercy. C'est le système que j'avais imaginé pour doubler le salaire des profs. Faudrait étendre ça effectivement à certaines disciplines en disant il y a une pénurie dans certaines disciplines. Et je comprends que c'est difficile à vivre. Tu sais que Jean-Charles, ça coûte si tu fais ça pour les 825 000 je crois. 825 000 profs du primaire et du secondaire. T'étais pas concerné toi, Jérôme, dans mon calcul. Parce que c'est là que ça se joue. 825 000 profs du primaire et du secondaire qui sont en face des élèves, ça te coûte 6 milliards d'euros par an, tu doubles le truc sur 5 ans, ça te coûte 6 milliards d'euros par an. Oui, c'est tout à fait jouable. Mais ouais, tu vois. C'est tout à fait jouable. Et simplement, effectivement, je pense qu'il y a aussi une autre mesure pour certains. Je pense que le bac plus 5 est excessif. D'ailleurs, une des raisons de pourquoi il y avait cette année qu'un admissible, que la moitié des postes ouverts en admissibilité, c'est parce qu'on a augmenté d'1 an l'exigence, parce qu'avant il suffisait d'être inscrit en Master 2. Bon allez les gars, le temps tourne et je veux que... Pour enseigner en terminale en mathématiques, puisque c'est le maximum qu'on demande à un professeur d'enseignement secondaire, je trouve ça excessif de lui demander d'avoir un bac plus 5. Prof de finance quand même. Le crack des cryptos là, moi je veux savoir ce que... On a combien de temps ? 10 minutes. Ah oui, un peu moins de 10 minutes. C'est large. Un peu moins de 10 minutes. C'est un crack, effectivement, donc c'est même pas un éclatement de bulle, c'est un dégonflement de bulle. Pour moi, l'éclatement quand même, c'est une division par 3, là, pratiquement, là. On est encore à des niveaux excessifs, selon moi. Non, mais alors, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Parce que on a franchi un seuil, là, qui a été intéressant, parce que, comme ça ne repose sur rien, tu te dis, comment est-ce que les gars qui font les marchés arrivent à essayer d'évaluer le sous-jacent ? Et il y avait le prix moyen du Bitcoin. Ouais. Donc, l'ensemble des bitcoins émis, à quel prix moyen à peu près ils ont été achetés, et tu te retrouves avec un truc autour des 20 000 $. Et donc, tu es dessus, là, en ce moment, tu as 20 000 $ le bitcoin, mais c'est vrai que... Et tu te dis que si tu passes dessous, là, effectivement, tu es peut-être sur... Je vais expliquer à ceux qui nous regardent.
Ils connaissent bien le Bitcoin quand même. Oui, Jérôme, non, mais je parle de manière générale parce qu'il faut dépasser le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une vieille crypto-monnaie. Oui, enfin voilà, les cryptos en général. Parce qu'il y a une technologie sous-jacente qui est très intéressante, c'est la blockchain. Oui, voilà. Mais ça on le sait tous. Oui, on le sait tous, mais tous ceux qui regardent Bismarck le savent. Très bien, je sais bien. Je ne vais pas expliquer ce qu'est une blockchain. Je vais expliquer pourquoi, selon moi, la valeur de la blockchain en termes pécuniaires est surestimée. Les investisseurs constatent que les plus grosses capitalisations boursières mondiales actuellement, ce sont les GAFAM. C'est donc les géants du web. L'Internet, c'est la révolution de l'échange d'informations. La blockchain, c'est la révolution de l'échange de valeurs. Et donc, ils se disent, puisqu'on pousse la frontière technologique un cran plus loin, qu'on devra aller vers le web 3.0, etc., que demain, les mastodontes des marchés boursiers, ce seront des entreprises qui œuvrent avec la blockchain. Et moi, c'est ce point que je conteste fondamentalement. De mon point de vue, les mastodontes des GAFAM, ce n'est pas parce qu'elles font de l'Internet en soi qu'elles utilisent cette technologie, qu'elles sont immensément riches. C'est parce qu'elles font du ciblage publicitaire. Et c'est de là qu'elles tirent leurs revenus. Tout à fait. La blockchain, et d'ailleurs qui accompagne, ce n'est pas directement un ingrédient du Web 3.0, mais on va vers ça, on va vers une blockchain qui nous permettra de pair à pair d'échanger de la valeur, ce qui est une utilité sociale folle. Je trouve que c'est super, c'est une super révolution technologique et qui nous amène vers le Web 3.0. Donc le Web 1.0, c'est je lis l'information qui est sur Internet. Le Web 2.0, c'est je lis et j'écris parce que j'ai moi-même un blog. Et le Web 3.0, c'est je lis, j'écris et je suis propriétaire de mes données. Donc ça va à l'encontre du ciblage publicitaire, justement pour contester cela. Et donc, tous ces investisseurs qui pensent que parce qu'il y a une nouvelle technologie, ça va faire déverser des tombereaux de dollars et d'euros sur les marchés, de mon point de vue, se trompent. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres technologies qui parfois ne trouvent pas de demande. J'avais déjà cité ici les téléviseurs 3D qui sont prêts. On sait faire des téléviseurs 3D, mais c'est un marché qui ne rencontre pas sa demande. Et même mes jeunes étudiants qui ont une vingtaine d'années, quand ils vont au cinéma, je les ai interrogés, il n'y en a que 15% qui vont dans les salles de cinéma 3D, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc il y a ce biais-là. Très Ensuite, intéressant. On ajoute à cela la peur de manquer quelque chose parce qu'on constate que sur un marché, on voit des courbes qui montent comme ça jusqu'au ciel. Donc, je suis en train de rater quelque chose, allez, je mise dessus, etc. Donc, oui, ça commence à se dégonfler, mais il est temps que la bulle éclate vraiment parce que cette bulle, elle nuit au développement de la blockchain dans tout ce qu'elle peut apporter de valeur ajoutée à notre société. Parce qu'il y aura quand même... Parce que tous les moyens se concentrent sur Exactement. ces cryptos. C'est pas normal que le Bitcoin accapare la moitié du marché. C'est anormal. Ouais, il est temps que tout se dégonfle. Jean-Charles ? Oui, je suis effectivement très intéressé par la blockchain depuis le début. Je trouve que c'est un super mécanisme, donc je partage totalement ça. J'ai un point de vue assez radical sur les crypto-monnaies. Mais tu es d'accord avec Jérôme en disant qu'il n'est pas forcément créateur de valeur. C'est ça qui est intéressant. Voilà ça, et la demande ne sera pas là pour tout. C'est-à-dire que je pense, par exemple, sur les NFT, la demande sera assez faible, en fait. Je pense, c'est comme les Google Glass. Il y a eu déjà des cas précédents. Et je pense un peu ça du métavers. Alors, il ne faut pas le dire en ce moment, mais je pense un peu pareil. D'ailleurs, la réalité... Reste sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, j'ai eu toujours eu les cryptos, j'ai toujours un avis assez radical qui est que pour moi, ça vaut rien. Parce que je comprends pas, et je vois pas, mais je suis un agnostique, donc je suis prêt à me convaincre. Et puis en plus, j'ai été trader. Moi, mon premier chef trader, il me disait quand tu es dans les marchés, il faut jamais pisser contre le vent. Donc je retiens cette maxime. Et donc, je me méfie évidemment de moi-même. Mais je ne vois toujours pas l'intérêt et la valeur d'un truc qui, au contraire, prend pas mal en coût de transaction pour celui qui échange par rapport aux monnaies fiat et à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le système bancaire moderne. Donc j'attends de voir l'intérêt de ça. Et donc à part de la spéculation effectivement pure, je ne vois pas toujours, que ce soit au Salvador ici ou ailleurs, je vois toujours pas en quoi ça change ma vie, ça m'apporte de la valeur d'avoir de la crypto versus d'avoir du dollar, sachant que je pense que c'est quand même pas pour demain que l'État acceptera que je paye mes impôts en crypto ou des trucs comme ça. Non, et puis moi j'avais reçu... Et donc ça veut dire qu'il faudra toujours repasser dans la monnaie fiat. J'ai reçu ici l'un des grands évangélistes des cryptos en France, très sympathique d'ailleurs. Mais parce qu'à un moment, il y a un projet politique. C'est à la limite l'aspect le plus intéressant, c'est le projet politique. Ils n'aiment pas les banques centrales, voilà, ils n'aiment pas les banques centrales, ils n'aiment même pas les banques tout court d'ailleurs. Donc ça c'est très intéressant. Après le gars, tu lui dis, ok, super, qui me fait crédit pour que j'achète ma maison ? La communauté.
Oui, non, mais c'est... J'ai l'impression d'être dans le programme de Macron, là, pour le coup, tu vois. Il y a des projets intéressants de finance décentralisée. Il y aura de la création de valeur en finance décentralisée notamment. Mais il n'y a rien de tangible. Enfin, là encore, j'ai rien vu de documenté qui puisse me dire que tu as un système qui fonctionne avec toutes les sécurités dont tu as besoin quand tu construis ta vie. Parce que c'est ça, quand même, dont on nous parle. Quel rôle n'est pas rempli, en fait, par le système financier contemporain? Non, mais c'est un aspect d'automatisation. C'est-à-dire que oui, le rôle est rempli, mais on peut remplacer parfois des hommes sur certaines tâches par des machines et ça va plus vite, etc. Mais ça se fait déjà et ça peut se faire avec de la monnaie électronique sur la monnaie fiat. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que le fait qu'il y ait une crypto, puis le problème, c'est qu'il y a 15 000 ou je ne sais pas combien de cryptos aujourd'hui. Donc les gars qui sont les anarcho-capitalistes, comme Yorick de Montbin, je ne sais pas si c'était lui ou d'autres, qui disent c'est formidable parce que ça y est, je tue les banques centrales et cette horrible création monétaire de fous furieux, etc. Exactement. Donc c'est des post-friedmaniens qui sont hystériques sur les banques centrales. Ok, très bien. Ça se discute, la politique monétaire, on peut faire plein de critiques. Mais le problème, c'est que demain, je crée une autre crypto qui fait la crypto, donc j'ai jamais ma limite des 21 millions, elle est complètement bidon, puisque de toute façon, je peux avoir autant de création monétaire que je veux par la création de nouvelles cryptos. En plus, tu as raison. Alors, les projets blockchain, alors si vous voulez, en ce moment... On est au bout, là, une minute. L'écosystème des startups, il est victime de son succès. Alors, un peu moins maintenant parce qu'il y a ce dégonflement, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile ces 2 dernières années, on va dire, de lever des fonds pour financer un projet blockchain parce qu'on vend ces jetons, c'est les ICO. Ouais. Le problème, c'est que les jetons vont permettre aux utilisateurs d'utiliser le service, sauf que le cours s'envole. Donc, personne n'utilisera le service à ce prix-là. Et donc, ces projets-là, ils arrivent rapidement à lever des fonds, mais ensuite, quand il s'agit effectivement d'être, d'un point de vue pragmatique, de passer à l'action, ils en sont incapables parce que leur service est trop cher du fait de l'envolée de leurs jetons. Merci messieurs, tout ça a été super. Donc demain Aurélie Planex et puis donc à partir de lundi les grands enjeux. Bon, on était bien déjà sur les grands enjeux, là, mais voilà, les grands enjeux post-élection. Super,